Bon, eh bien, merci à vous tous et toutes d'être venus. Je vois encore avec plaisir de nombreuses nouvelles têtes et des têtes venues d'assez loin même. Entre parenthèses, vous, mesdames, de Bretagne, merci. Ça fait toujours plaisir. J'avoue que ça représente une certaine responsabilité. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Parce que votre appui me met une fameuse charge sur les épaules. En tout cas, merci encore une fois à toutes et à tous. Venez de plus en plus nombreux, faites connaître. Ce n'est que comme ça qu'on finira par y arriver. Et on y arrivera. Vous savez qu'une des phrases que je répète souvent, c'est que la volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Nous devons être cette volonté. Donc quand vous partez d'ici, ne partez pas seulement, tout au moins je l'espère, satisfait d'avoir ce que vous avez entendu, mais avec la volonté de transmettre. Je compte sur vous. Bon, donc le sujet d'aujourd'hui est réflexion sur la révolution qui ne vient pas. En tout cas, pas pour le moment. En pleine revendication populaire des Gilets jaunes, en réaction à la précarité financière de plus en plus de Français, il m'a semblé utile d'analyser ce que peut et doit être une révolution. Et comment elle peut aboutir. Surtout cela, comment elle peut aboutir. Sinon, ça ne sert à rien. Cette irruption populaire des Gilets jaunes est la conséquence de la politique libérale menée déjà depuis des décennies, qui ne se préoccupe nullement des intérêts du peuple français. Et ce que je dis pour le peuple français est valable pour tous les peuples, au moins européens, pour compter les autres. Et si vous êtes là aujourd'hui, vous, monsieur, vous en êtes un exemple. C'est que vous vous sentez, vous aussi, concerné. Donc, si l'on veut comprendre ce que représente et quel peut être l'avenir de cette réaction de survie des Gilets jaunes, et l'action que l'on peut avoir sur elle en vue de son aboutissement, il faut analyser ce qu'est une révolution. Alors, on peut définir plusieurs types de révolutions. À la suite d'un mouvement populaire, donc les Gilets jaunes pourraient correspondre à cela, une révolution de palais, c'est-à-dire une révolution d'un clan contre un autre au sein de la structure de gouvernement, ou un coup d'État militaire, ou bien un mélange de ces trois possibilités. Le mouvement populaire spontané, ou suscité artificiellement, étant la première phase de la révolution, bien qu'elle ne soit pas toujours nécessaire à son éclosion. La plupart du temps, la révolution populaire est un instrument attisé par une minorité agissante, ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe avec les Gilets jaunes aujourd'hui. C'est un mouvement totalement inorganisé, sans chef, sans doctrine. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que c'est sa force qui explique qu'elle ne peut pas pour le moment être récupérée, mais cela ne va pas lui permettre d'aller très loin si ça reste comme ça.
Donc, elle n'est pour le moment qu'une simple expression de désespoir non conceptualisée d'une situation économique devenue insupportable. On pourrait à première vue assimiler cette révolte des Gilets jaunes à ce que l'on a appelé les révolutions oranges ou celles du printemps arabe. Or, on sait très bien qu'en ce qui concerne les révolutions oranges, comme celle dite du printemps arabe, si effectivement elles ont mobilisé des masses très importantes, des masses populaires très importantes, elles ont été suscitées, téléguidées, instrumentalisées. Vous savez très bien comment cela s'est passé en Égypte, par exemple, avec l'arrivée au pouvoir des frères musulmans, en Syrie, où sous prétexte de plus de liberté démocratique, les milieux du mondialisme ont voulu renverser le gouvernement de Bachar el-Assad. C'est toujours le même prétexte en général de la part de ces minorités agissantes, enfin minorités apparemment sur le terrain, mais pas minorité si on voit ça sur le plan mondial, puisqu'en fait c'est la puissance mondialiste, sioniste, internationale qui agit. Alors cela s'est passé dans les pays, un certain nombre de pays arabo-musulmans. Cela s'est passé, rappelez-vous, en Ukraine, la révolution de Maïdan. Cela s'est passé en Libye. Cela est en train, ou tout au moins ils essayent de le faire en Algérie. Et rappelez-vous, cela date déjà maintenant d'un certain nombre de mois, les vaticinations d'un certain Bernard-Henri Lévy appelant à la déstabilisation de l'Algérie et à l'intervention occidentale en Algérie pour rétablir la démocratie et la liberté. Toujours la même chose. Alors pourquoi, petite parenthèse en ce qui concerne l'Algérie, pourquoi cette demande de notre intellectuel, je dirais pas national, de Bernard-Henri Lévy? C'est que tout simplement, depuis des mois, l'Algérie se rapproche de la Russie et modernise son armée avec du matériel russe. Et dans le même temps, la Russie s'installe aussi dans le voisin de l'Algérie, la Libye. Alors vous comprenez très bien que tout cela déplaît profondément au mondialisme. Vous voyez comment on peut tout de même assez facilement décrypter l'actualité. Donc, en général, derrière toutes ces révolutions, vous trouvez la main du Mossad, la main de la CIA, la main de Soros. On pourrait dire que c'est la même main. Et je peux faire aussi une remarque, c'est que même si on n'a pas d'argument ou d'utilisation de masse populaire pour prétendre qu'elle réclame plus de liberté et de démocratie, qu'à cela ne tienne, il suffit d'indigner l'opinion publique grâce aux médias tenus par qui vous savez, et c'est ce qui est arrivé à Saddam Hussein. Il n'y avait pas eu, que je sache, de soulèvement populaire contre lui, mais un beau jour, il y a eu un tel montage médiatique que, au nom de la conscience universelle, il a été décidé d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Et vous savez ce qui est arrivé. Au nom de la démocratie, bien sûr. Donc voilà pour brosser un petit peu le tableau de révolutions récentes qui ont ou non plus ou moins abouti. Mais pour parfaire
je pense, le sujet de la révolte des Gilets jaunes, il m'a semblé bon aussi de faire un petit retour en arrière dans l'histoire des principales révolutions qui ont touché l'humanité. Et bien entendu, je vais commencer par la révolution dite française. Donc nous allons faire un peu d'histoire. Contrairement à ce que l'on enseigne généralement dans les manuels de la République, la révolution dite française n'a pas été une révolution populaire. Elle a été une révolution intellectuelle. Intellectuelle d'abord par les Lumières, puis relayée par la suite par l'action des loges. Les loges, comme vous le savez, importées d'Angleterre, les loges ayant été officialisées en 1717 à Londres, mais qui avait déjà une longue histoire derrière elle, et qui est arrivée progressivement en France. Et je voudrais répondre aussi en passant à certaines visions quelque peu erronées de ce que fut réellement la Révolution dite française, puisque certaines personnes tentent à accréditer que la Révolution française fut franco-française. C'est absolument faux. La Révolution française fut une révolution étrangère. Et c'est pour ça que quand j'en parle, je spécifie bien dite française. Ce n'est pas par hasard. Elle fut étrangère par l'action de la maçonnerie anglaise, par l'argent juif, et tous les intervenants étrangers qui en ont fait partie. Les Cagliostro, les Weishaupt, les Klotz, les Franklin, les Barras. Donc vous voyez, quand vous voyez cet ensemble de personnages qui ont été les véritables acteurs de la Révolution, on ne peut pas dire que ce fut une révolution franco-française. Je ne citerai pas de nom, j'y ai déjà touché dans un communiqué et dans l'éditorial du dernier numéro de la Politique. Je n'en dirai pas plus, j'espère simplement que le message passera. Cette révolution dite française va bénéficier d'un certain nombre de circonstances à la fois historiques et climatiques. Elle est le fait aussi, malheureusement, des hésitations de Louis XVI, qui hérite de la situation quelque peu compliquée que lui ont légué Louis XIV et Louis XV. Vous savez que j'ai déjà parlé à plusieurs reprises des conséquences de la politique de Louis XIV. Et bon, je vais y retoucher encore cette fois-ci un petit peu. C'est évidemment la politique dispendieuse de Louis XIV puis de Louis XV après, par les guerres, par le coût de la vie à Versailles, par un certain nombre de mauvaises décisions prises qui vont léguer à Louis XVI, au faible Louis XVI, une situation difficile à gérer. Donc il y a ça aussi qu'il faut pondérer quand on parle du bilan de Louis XVI. Dans son livre « La rébellion française, mouvement populaire et conscience sociale », l'historien Jean Nicolas dénombre au moins 8528 révoltes de communautés paysannes au cours de cette période, qui toutes ont justement comme élément commun la paupérisation. Et c'est là que l'on rejoint un petit peu l'exemple avec les Gilets jaunes. Mais ils n'ont été que utilisés pour qu'aboutisse la Révolution. Et c'est ça que je veux faire toucher du doigt maintenant. Il y a eu donc une circonstance extérieure, climatique,
la rudesse d'un hiver. L'été précédent avait été une succession de sécheresses puis de pluies calamiteuses qui avaient détruit les récoltes. Et progressivement, le peuple a faim. Cela aurait pu être réglé par de bonnes décisions, mais une chose que l'on ne sait pas, c'est que, alors qu'il y avait eu ces mauvaises récoltes et la pénurie de denrées alimentaires de première nécessité, l'action des séides de Philippe Égalité, le duc d'Orléans, accaparant les denrées pour faire monter leur prix, faisait en même temps monter la colère populaire. Donc tout a été instrumenté. Donc vous voyez, au départ d'une révolte populaire ayant ses raisons tout à fait valables, une minorité va s'en servir du fait de la faiblesse du pouvoir qui ne sait pas contrer, notamment l'accaparement des denrées. Je voudrais rappeler une chose dont j'ai été témoin lorsque je résidais au Portugal, c'est qu'il y a eu à un moment donné, ça remonte dans les années 60 à peu près, il y a eu une période de récession au Portugal. Ça a commencé, il y a eu, comme avec Philippe Égalité, la tentation d'un certain nombre de puissances économiques de faire monter le mécontentement populaire contre le régime de Salazar. Et le régime de Salazar, contrairement au faible Louis XVI, a trouvé la parade. Il a fait installer dans toutes les villes des centres de distribution des denrées de première nécessité à prix cassé, ce qui a permis de passer sans grande difficulté la période de pénurie. Donc, si je fais cette petite parenthèse, c'est pour vous signaler, bien souligner que quand un pouvoir veut se défendre, il peut se défendre, il y a toujours les moyens de parer à une situation donnée. La volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Le problème, c'est que lors des périodes difficiles, dangereuses, il faut qu'il y ait des hommes qui tiennent la route, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a eu aussi une chose qui a aggravé les finances de la France du temps de Louis XVI, c'est la participation de Louis XVI à la guerre d'Amérique. C'est-à-dire que la France a soutenu les États américains soulevés contre les Britanniques. Alors on pourrait comprendre effectivement que c'était une revanche de la perte du Canada. Je peux le concevoir. Le problème, c'est que quand on engage une politique, il faut avoir les moyens pour la tenir jusqu'au bout. Or, le coût supplémentaire de cette guerre a pesé cher, très lourd, sur l'avenir de la monarchie, par le coût supplémentaire que cela représentait. Oui, tout ça, l'histoire n'est pas monolithique, l'histoire n'est pas en blanc et en noir. Il y a toutes les tonalités de gris qui expliquent pourquoi, à un moment donné, une situation bascule d'un côté ou d'un autre. C'est comme ça. Alors, il est évident que cette décision de participer à la campagne d'Amérique, avec qui? Avec les Lafayette, avec les Rochambeau, qui étaient quoi? Ils étaient francs-maçons. Ben, ils étaient tout à fait à leur place, puisque venaient au secours des francs-maçons de Washington. Washington lui-même. Donc vous voyez, le ver était dans le fruit partout, sous Louis XVI, ce malheureux Louis XVI.
les choses auraient pu tourner autrement, puisque disons que la situation sous Louis XIII, je ne dirais pas qu'elle était comparable, mais elle était au moins aussi dangereuse. Simplement, Louis XIII a eu l'intelligence et la chance de trouver un Richelieu, ce qui n'avait pas été le cas de Louis XVI. Et alors, on va voir l'enchaînement des événements. C'est fascinant. Donc, Louis XVI, pour pouvoir financer la campagne d'Amérique, est obligé, puisque ça ne se passait pas comme aujourd'hui, le roi n'engageait pas des dépenses sans être obligé de demander la permission au Parlement. Et à l'époque, il a été obligé de demander ça pour pouvoir engager les frais. Et c'est là que on va passer une deuxième phase de l'agitation populaire, profitant de la situation économique de la France à l'époque. Le 9 juillet, l'Assemblée se proclame Assemblée nationale constituante. Et ainsi, une nouvelle phase va être enclenchée. Et là encore, toujours la même faiblesse. Alors qu'un nombre de députés effrayés par la tournure des événements se retirent, déclarent qu'ils ne sont pas d'accord, les meneurs déclarent que ce ne sont pas les représentants qui décident, mais le peuple lui-même qui se décide. Donc, il y a là, de la part des révolutionnaires, une prise à témoin de la nation, sans qu'elle ait été consultée, mais que eux, révolutionnaires, prennent comme étant acquise. C'est une chose qu'il faut souligner, parce que c'est une forme de manipulation de tous les pouvoirs de la République depuis lors. On fait croire que le peuple a dit, alors qu'il n'a pas dit. Et s'il a dit quelque chose, s'il a décidé, pour une fois intelligemment, ce qui était conforme à ses intérêts, prenez l'exemple du rejet de la Constitution européenne, ah mais qu'à cela ne tienne, on fera passer ça sous une autre forme, et ce sera le traité de Lisbonne avec M. Nicolas Sarkozy. Donc, une notion sur laquelle j'insiste encore une fois, c'est que pour ces gens-là, pour ceux qui dirigent la République, la démocratie n'est valable dans ses décisions que si elle est conforme à ce que eux veulent. Sinon, on revote jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, on a fait l'entretien, bon, cette fois-ci c'est un petit peu décalé par rapport aux autres mois. On a parlé justement de ça. Il y a un certain nombre de déclarations que l'on m'a rappelées lors de l'entretien, notamment une de Bernard-Henri Lévy qui disait, si je ne me trompe, on ne doit par contre, on ne doit pas tenir compte du vote des c'était quoi déjà? Des populistes. Quel exemple de bon démocrate quand même. Donc vous voyez, mais ils se croient tellement sûrs d'avoir gagné qu'ils vous disent les choses en clair. Et ça, ce sont des choses qu'il faut faire comprendre autour de vous. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans une dictature au nom de la démocratie. Pas la même chose. Bon, je reviens à la période Louis XVI. Louis XVI, tiraillé à droite et à gauche, finit par envoyer ses ministres les plus libéraux, dont Necker, le catastrophique Necker. Puis l'agitation continue. Elle continue si bien que Louis XVI fait revenir Necker, etc. Comment voulez-vous vous imposer si vous passez votre temps à changer d'avis et à céder aux pressions? On ne gagne qu'en affirmant ce que l'on veut.
toujours été comme ça à travers toutes les époques. Et ça continue. Et par exemple, petit rappel, suite à la démission de Necker, c'est Camille Desmoulins, le bien connu Camille Desmoulins dans les manuels de l'histoire de la République, qui agitera la population de Paris en prétendant que la démission de Necker était une atteinte aux intérêts du peuple. C'est magnifique, mais ils ont tendance à en appeler toujours au peuple, et quand on voit les résultats, en général, c'est toujours au détriment du peuple. Comme c'est curieux. Donc l'agitation va continuer, ça monte. Et puis on arrive au 14 juillet. Et la foule bien chauffée à blanc par un certain nombre d'agitateurs se dirige vers la Bastille. Il demande au gouverneur, ce malheureux Delaunay, de leur ouvrir les portes. Delaunay commence par refuser, et puis un parlementaire venu de je ne sais plus où vient les rassurer que tout va bien se passer, mais qu'ils veulent simplement libérer des prisonniers, etc. etc. Delaunay ouvre les portes de la première enceinte, et puis voyant l'agitation populaire avide de carnage, il fait tirer dessus. Très bien. Mais le problème, c'est que quand on commence comme ça, il faut continuer, ce qu'il n'a pas fait. Et finalement, il ouvre les portes de la dernière enceinte. Alors là, la Bastille est envahie, Delaunay est fait prisonnier avec ses lieutenants, il est traîné à travers les rues de Paris, et chemin faisant, il est découpé à coups de canif, comme j'ai trouvé dans les témoignages de l'époque. Ça devait être très agréable. Et donc, toc toc toc, d'insurrection en insurrection, puis vous imaginez l'image auprès du reste de la France. La Bastille a été prise, ce symbole de la monarchie. Voilà ce que c'est qu'une révolution. Et puis il y a eu l'épisode de Versailles. La populace de Paris, stipendié, qui envahit Versailles, et Louis XVI interdisant à ses gardes suisses de tirer sur cette racaille, prenant la racaille des bas-fonds de Paris pour le peuple de France. Voilà ce que c'est qu'une révolution. C'est toujours l'action d'une minorité agissante se servant d'une partie de la population, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pour arriver au pouvoir. Et s'il n'y a pas en face un pouvoir prêt à se défendre, coûte que coûte, eh bien c'est la fin. Et ce fut la fin. J'avoue que quand je revois cette période de l'histoire de France, vraiment, j'en ai la nausée. J'en ai la nausée parce que tout a basculé à ce moment-là, et pas simplement pour la France, mais pour le monde entier. Puisque c'est à partir de là que le virus des faux principes de la dite Révolution française ont contaminé le monde entier. On peut en être fiers. Ah oui, nous Français, on peut en être fiers. Bravo. Et puis on va arriver à ce que l'on appelle la terreur de 1793. Avec les septembriseurs, ça s'est passé au mois de septembre, les chartés de condamnés sans jugement, vers la guillotine de ce bon docteur Guillotin, mais c'est historique, parce que la guillotine vient d'un certain médecin qui s'appelait Guillotin, qui était franc-maçon. Ah, comme c'est curieux.
Et puis, il y eut les noyades de Nantes, avec ce charitable Charrier. Il y a eu les colonnes infernales en Vendée, avec le général Westermann. Et là, je voudrais vous citer ou rappeler son témoignage devant la Convention quand, revenant vainqueur contre les Vendéens, il disait, pour témoigner qu'il avait bien accompli la mission dont il avait été chargé, « Il n'y a plus de Vendée, elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Les routes sont semées de cadavres. Il y en a tant que sur plusieurs points, ils font des pyramides. » Tiens, des pyramides, hein, comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Et voilà ce que représente la Révolution dite française, faite au nom de l'humanité. Mais aujourd'hui, leurs héritiers nous parlent de tolérance. Vous n'avez pas envie de hurler? Donc voilà, si je vous ai fait ce tout de même très rapide évolution de la Révolution française, c'était pour vous montrer comment nos ennemis ont procédé pour arriver au pouvoir. Alors, dans le complément de cette conférence, je pense bon aussi d'évoquer la révolution bolchevique de 1917, ce qu'on appelle la révolution d'octobre. Et là encore, c'est très intéressant parce que c'est allé par paliers, comme toujours. Bon, j'aurais pu parler aussi à propos de la Révolution française, des deux phases. La phase des Girondins, en principe libéraux, remplacés par les Jacobins qui liquident les libéraux. C'est un classique de l'histoire. Eh bien, il va se passer la même chose en Russie. Et là encore, on touche du doigt à la faiblesse des tsars, des derniers tsars, comme du 16. À chaque étape, Alexandre II, Alexandre III, Nicolas II, ils vont céder. Il y a eu un début de réaction, puisque la police politique, à une certaine époque, la police politique tsariste, ce qu'on appelait l'Okhrana, rappelez-vous, ça a été le point de départ de ce qu'on appelle les protocoles des sages de Sion, dont je vous ai déjà parlé lors d'une conférence hier. Maintenant, il doit bien y avoir 2 ans. Je crois qu'on en est à 250 000 visionnages. Ça fera peut-être tout de même un certain nombre de Français qui auront appris certaines choses. D'ailleurs, ce qui fait enrager d'ailleurs un certain nombre de personnes, pas simplement chez nos ennemis, mais aussi dans nos milieux. Donc, un petit peu comme avec Louis XVI, le pouvoir, enfin Louis XVI, je dirais plutôt Louis XV. Louis XV avait commencé à réagir contre la maçonnerie, puis petit à petit, plaisir de la cour, etc. Louis XVI, lui encore moins, ne réagissent. Eh bien, les tsars, ça va être la même chose. Petit à petit, ils édulcorent. Ils croient que se sauver en libéralisant, et une fois de plus, c'est tout le contraire qui arrive. On ne se sauve qu'en réagissant. Pas en cédant. Et là encore, je vais vous faire toucher du doigt à quel point cette révolution, comme la précédente, était si peu populaire. Puisque, rappelez-vous le mot de Lénine, quand il disait « Il faut apprendre au peuple qu'il est malheureux ». Ah, bon, d'accord. Mais s'il faut apprendre au peuple qu'il est malheureux, c'est qu'en fait, il ne l'est pas, ou tout au moins pas encore.
Donc vous voyez la manipulation. Il faut apprendre au peuple qu'il est malheureux. C'est tout de même assez fort, ça. Et là, on va rentrer donc dans la lutte de pouvoir entre ce qu'on a appelé les mencheviks et les bolcheviks. Alors, pour la petite histoire, sachez que menchevik, ça veut dire majoritaire, et bolchevique, minoritaire. Et là encore, c'est une leçon. C'est la minorité agissante qui l'emporte sur la majorité molle qui se laisse dépasser. Est-ce que vous comprenez pourquoi je fais tous ces rappels historiques? C'est que chacun d'entre eux sert de leçon pour notre époque. Il faut dire que l'action des bolcheviks au départ a été assez astucieuse. Évidemment, ils ont fait semblant de coller au peuple. Donc tout était fait au nom du peuple, etc. La terre au peuple, etc., etc., etc. Et même au point de vue international, j'avoue que ça a été très très bien joué. Donc ils ont commencé par assurer l'élément tout de même le plus important en Russie, c'est-à-dire la paysannerie, et le monde occidental, qui regardait cette agitation sans trop savoir ce qui se passait, avec certaines complicités indéniables, d'ailleurs de la part notamment des Anglais. Et puis, les deux acteurs principaux de la révolution bolchevique, Lénine et Trotsky, vont considérer à un moment donné que bon, ça suffit comme ça, de tergiversation, on va y aller. Et donc le 25 octobre 1917, Lénine et Trotsky lancent leurs partisans dans un soulèvement armé à Petrograd contre le gouvernement provisoire dirigé par les libéraux de Kerensky, c'est-à-dire les mencheviks. Etc., etc. Kerensky est balayé. Et puis, il y a une petite hésitation au sein du parti bolchevique entre ceux qui estiment que c'est déjà bien comme ça, qu'il ne faut pas trop faire peur à l'opinion publique et à l'opinion internationale, qu'il faut laisser mûrir un petit peu les choses. C'est la position notamment de Zinoviev et de Kamenev. Mais Lénine et Trotsky disent non, on est dans cette dynamique, il faut continuer. Et ils continuent. Ils prennent en main les destinées de la Russie. Et donc, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2017, l'insurrection est lancée. Et là, curieusement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, tout au moins de ce que l'on nous a appris, il n'y a eu quasiment pas de morts. Donc, soit excellence de la préparation, soit vraiment effondrement de toute structure de résistance, c'est passé comme une lettre à la poste. Il s'installe. C'est une leçon, là aussi, de l'histoire, que, en fait, les révolutions, quand elles aboutissent non seulement du fait de l'action des agitateurs, qui en général viennent de l'extérieur, mais aussi par démission du pouvoir qui va être renversé. Si le pouvoir résiste réellement, il n'y a pas de révolution. Donc il y a dans toute préparation de révolution une phase de préparation des autorités pour leur faire croire que les choses ne sont pas telles qu'elles vont se passer, mais qu'il y a moyen de se comprendre, de s'accommoder. Donc ils désarment toute réaction, ils rassurent. C'est un élément toujours à prendre en considération. Et puis une fois qu'ils ont le pied en travers de la porte, eh bien ils ouvrent la porte et la révolution se fait.
Donc en résumé, d'après l'historien Richard Pipes, il n'y aurait eu que 5 morts et quelques blessés. C'est vrai que ça surprend quand même, c'est pas comme ça qu'on voyait la révolution bolchevique. Quand on voit tel que s'est passée cette révolution, comment elle a pu se faire aussi pacifiquement, on pourrait se dire, mais après tout, il y a quelques similitudes avec la révolte des Gilets jaunes. Peut-être que le pouvoir macronien du temps, quand même, et surtout quand je vois certains commentaires dernièrement concernant Emmanuel Macron, la nébuleuse macronienne, etc., c'est très curieux, mais même dans les organes proches du pouvoir, c'est pas très gentil pour Emmanuel Macron. Il y en a qui en arrivent à dire, tout dernièrement, il ne va pas tenir la route. Le débat national, comment est-ce qu'il va gérer ça? Ça va tourner en eau de boudin. Donc il y a une espèce de désenchantement de ses propres appuis qui pourrait préfigurer un effondrement de l'intérieur. Mais encore faudrait-il qu'il y ait une action extérieure qui y pousse. Pour l'instant, l'action des Gilets jaunes me semble un petit peu faible pour cela. Piétiner les boulevards, le macadam des boulevards des villes de France ne me semble pas suffisant. Une chose qu'il faut remarquer aussi, et c'est valable et pour la Révolution dite française et pour la Révolution bolchevique, c'est la rapidité de décision et d'exécution. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont lancé leur machine, ils ne s'arrêtent pas. Ils profitent de la dynamique et ils ne donnent pas le temps au pouvoir de se ressaisir. C'est très important. On pousse l'avantage jusqu'à la victoire. C'est la leçon de ces deux révolutions en tout cas. Alors vous voyez, quand j'ai décidé de traiter du sujet avec le titre de cette conférence que vous connaissez, il me semble qu'on en est un petit peu loin avec la révolte de ces braves Gilets jaunes. Et que, en fait, le but de cette conférence était tout de même de donner un certain nombre de repères historiques pour savoir ce qu'il faut faire quand on décide de se révolter contre un pouvoir qui vous martyrise. La rapidité de décision et d'exécution lors d'une révolution. Eh bien, c'est justement ce que la révolution nationale portée par le maréchal Pétain n'a pas su faire. Je ne sais pas, ceux parmi vous qui auront lu mon livre « Le nationalisme français », j'ai consacré un chapitre à la leçon de Vichy. La révolution nationale de Vichy n'a pas été une révolution. Ça a été un concours de circonstances, du fait de la débâcle, du fait de la peur panique qui a saisi les responsables de la débâcle, qui les a fait fuir, qui en Angleterre, qui aux États-Unis, qui en Afrique du Nord. Donc il y a eu une vacance du pouvoir. Et le président de la République de l'époque, Albert Lebrun, ne sachant que faire, face à l'avancée des troupes allemandes, ne sut que faire une chose, appeler un chef militaire au prestige bien connu, le maréchal Pétain, pour assumer les conséquences de la déclaration de guerre bien inopportune faite par la Troisième République sous injonction de l'Angleterre. Alors que la France n'était pas préparée
avait été désarmé par le gouvernement de Front populaire de Léon Blum. Donc, j'insiste bien, et c'est encore une leçon de l'histoire que je veux vous faire partager. La révolution nationale du maréchal Pétain n'a pas été une révolution. Ça a été le résultat d'une désertion du personnel politique responsable de la débâcle. C'est pas la même chose. Et alors en plus de ça, ça a été un amalgame d'éléments totalement disparates. Et je livre cette réflexion à ceux qui disent « Ah, il faut faire l'union ». On ne peut faire d'union efficace qu'avec des gens compatibles sur une doctrine donnée. Sinon, ça part dans tous les sens. C'est ce qui s'est passé à Vichy. Prenez simplement la décision de l'interdiction de la maçonnerie. Ça a mis des mois avant d'être décidé. Certains étaient d'accord, voulaient le faire tout de suite parce qu'ils savaient que c'était urgent. Si on voulait avoir la liste de tous les appartenant à la maçonnerie, et d'autres qui non, c'est pas nécessaire, etc. Et puis sans compter les complices. Quand on lance une action, encore une fois, il faut aller vite et jusqu'au bout. Et le résultat de ces hésitations, plus ou moins voulues, c'est que Vichy ne sut jamais qui était franc-maçon ou ne l'était pas dans ses rangs. Autre leçon à retenir. Il est bon aussi, il me semble, d'évoquer ce que fut la Révolution nationale socialiste. Là, par contre, on peut dire que l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir repose sur une véritable connivence avec le peuple allemand. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. L'humiliation de l'Allemagne par les traités de Versailles et du Trianon. Premier élément. Deuxième élément, la ruine de l'Allemagne, absolument vampirisée par la finance cosmopolite qui a appauvri l'Allemagne après leur défaite en 1918. Ce sont sur ces deux éléments de fierté bafouée et d'appauvrissement du peuple allemand que s'est créée la victoire du Parti national-socialiste. Et c'est pour ça que les historiens, en général, ne s'appesantissent pas sur ces deux éléments-là. Parce que c'est un des seuls exemples à travers l'histoire où réellement la réaction populaire a servi l'arrivée au pouvoir d'un nouveau régime. Je ne vous parlerai pas plus que cela de l'expérience hitlérienne, vous savez ce que j'en pense. J'en ai déjà parlé, et si vous voulez compléter cela, vous l'avez dans mon livre Bonaparte et Bonaparte Hitler tout seul. Bon, nous allons retourner au problème de nos braves gilets jaunes. Par rapport à ces différentes révolutions que j'ai brièvement évoquées, qu'est-ce qui manque à la jacquerie des gilets jaunes aujourd'hui? On l'a transformée en une révolution triomphante. Il lui manque trois éléments fondamentaux. L'organisation, la claire connaissance des causes de leur souffrance et la conception de la politique à mener pour répondre à leurs revendications. Ces trois éléments-là. Aujourd'hui, il n'existe aucun de ces trois éléments.
Certes, il y a la mauvaise gestion des finances publiques, l'État macronien et les lobbies qui le soutiennent se souciant très peu de réduire leur train de vie pour répondre aux besoins des Français les plus nécessiteux. Ça, ils ont compris. Oui, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Pour l'instant, rien. Et on voit très bien comment Emmanuel Macron et ses séides et ses inspirateurs jouent le temps. Le débat national. Le fameux débat national. Et c'est d'ailleurs assez amusant et intéressant de voir justement les commentaires dernièrement, même de gens proches du pouvoir, dans certaines chaînes, certains magazines, disant mais il ne va rien en sortir de ce débat national. Il va y avoir des cocus, il va y avoir des déçus. Oh que oui. Alors je ne sais pas du tout ce que M. Emmanuel Macron va dire dimanche, puis c'est dimanche en général qu'il devrait dire quelles ont été ses décisions pour améliorer le sort des malheureux en France. Mais les paris sont ouverts. Il ne va rien se passer. À mon humble avis, il va faire de belles promesses. On va faire. Combien de fois on ne l'a pas entendu dire on va faire. Et puis, mais nous travaillons cela. Attendez que les mesures que nous prenons donnent leurs effets. Attendez. Comme disent les Espagnols, mañana por la mañana. Et pendant ce temps-là, on espère que les gilets jaunes, fatigués, lassés, voyant que piétiner les boulevards de France ne servent à rien, laissent tomber. On verra. Et puis alors, vous avez vu, enfin, si vous avez eu le courage, j'en ai vu quelques-unes, mais j'ai plus eu le courage après, vous avez vu les performances de ce super président, tenant 7 heures d'affilée la parole, confisquant la parole. Quel homme! Oh, quel macho! Quel pouvoir! Mais ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si certains ont pris garde à cela, ce qui est intéressant, c'est que dès le début de ce débat, ce grand débat national, il y a eu des limites qui ont été posées. Pas question de parler de l'immigration. Oh non, surtout pas. Or, si les gilets jaunes voulaient mettre sur le tapis le problème de l'immigration, c'est qu'ils avaient compris que l'argent que la France généreuse dépense pour l'immigration, c'était autant d'argent de moins pour les nécessiteux de France. Donc il fallait couper tout de même l'immigration. Et puis, il y a des immigrations qui sont bonnes, dans une certaine mesure. Mais on ne peut pas. Et je crois que c'était Michel Rocard qui disait qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. On peut en accueillir certains, mais c'est à nous de faire le choix. Et puis il y a ceux qui veulent réellement s'intégrer, que l'on peut garder, que l'on peut accueillir. Et puis il y a les autres qui ne viennent que par intérêt, ou je m'excuse du terme, pour foutre le bordel chez nous. Mais, quand je parle, je m'excuse du terme de bordel, mais n'est-ce pas ce que la République, dès sa création, a toujours voulu? Le désordre. La République, en fait, règne par le mensonge et par le désordre. Et ne règle aucun problème. C'est comme ça que l'on va, de génération en génération, de gouvernement en gouvernement, de république en république, d'aggravation de la situation en aggravation de la situation.
Et c'est ça que je voudrais faire passer au travers de cette conférence pour ceux, pas simplement vous, la plupart d'entre vous avez parfaitement compris déjà tout cela, mais pour ceux qui seront appelés, peut-être par hasard, en tapotant sur Internet, comme si souvent ils me découvrent, je voudrais, c'est que tant que les Français n'auront pas compris qu'ils sont depuis la Révolution dite française, à part quelques intermèdes timides, face à un pouvoir qui veut la ruine et la destruction de la France, et je pose mes mots. Je sais très bien ce que je dis. Ils veulent la destruction de la France. Pourquoi ? Parce que la France, par ses origines, porte un message qui est contraire au message du mondialisme messianique. On n'en sort pas. Tout est là, on le comprend. Et alors, on peut réagir, mais vous savez très bien aussi ce que je rappelle très souvent, un peuple qui ne connaît pas ses ennemis ne peut pas réagir. Et c'est ça qui me fait mal au cœur quand je vois ces défilés de braves gilets jaunes qui pour l'instant ne savent que défiler, se faire matraquer, se faire estropier, perdre un œil, perdre un pied. Et quand il y a une plainte qui est déposée par un certain nombre d'entre eux auprès de la communauté européenne, pour dire, mais écoutez, c'est pas très démocratique ce qui se passe, que fait cette bonne communauté européenne? Eh bien, elle ne répond pas. Donc, vous voyez, c'est un clan, c'est un gang international. Et de même que la France a été au départ de cette révolution dite française, j'espère qu'un jour, les Français seront à leur tour à l'origine de la révolution contraire, qui bouleversera tout à son tour dans le monde. Pourquoi croyez-vous que je prends tout ce temps, que je prends mois après mois, livre après livre, à écrire, à expliquer, C'est parce que je sais très bien que nos compatriotes sont victimes d'un mensonge permanent et d'une occultation de la réalité. Et que si on veut y arriver, ce n'est qu'en leur rappelant l'origine de leurs problèmes. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est un Américain, qui disait à un moment donné que il parlait du peuple américain, que si le peuple américain savait qui les dirigeait, ce serait la révolution le lendemain. Donc vous voyez, c'est un problème général. Les peuples du monde entier, sauf ceux qui ont déjà réagi, notamment en Russie, sont victimes d'une mafia comme d'un cancer qui les ronge petit à petit. Et vous savez quasiment tous que j'étais médecin, neurochirurgien, et que très certainement dans ma démarche politique, il y a ma formation médicale qui a joué. La médecine, c'est quoi? C'est quoi? C'est partir d'un symptôme pour découvrir quelle en est la cause. Si vous vous contentez de vous gratter vos boutons, ne serait-ce que cela, en mettant de la pommade dessus, vous n'allez pas régler le problème. Et c'est ça qui me fait réagir face à certains de nos milieux, c'est que, par exemple, prenons l'immigration. Ils dénoncent l'immigration, d'accord. Mais s'ils ne remontent pas à la cause première, qui est la responsabilité de nos gouvernants qui sciemment nous imposent cette immigration pour détruire notre structure ethnique et notre héritage national et religieux, je les prierai de la boucler. Ils ne servent à rien.
Ils se font complices de ceux qui nous imposent cette politique, puisqu'ils ne dénoncent pas les vecteurs principaux de cette politique. Une petite chose sur laquelle je voudrais m'attarder un instant. Dans la plupart des révolutions que j'ai citées, il y a eu une participation de l'armée qui a aidé les révolutionnaires à faire basculer les choses. La Révolution française, c'est une partie de l'armée qui était déjà fortement maçonnisée, qui est passée du côté des révolutionnaires. Du temps de la révolution bolchevique, même chose. Une partie de l'armée, soit qui restait passif, qui n'a pas voulu intervenir, restait ce qu'on appelle l'arme au pied, et puis une partie qui a basculé du côté des bolcheviks. De même en Allemagne. Hitler n'aurait pas réussi s'il n'avait pas eu l'appui et conscient, ou tout au moins plus ou moins discret, d'une partie de l'armée. Vichy, la même chose. Vichy a pu survivre dans les conditions très difficiles qui ont été les siennes, grâce à l'apport d'un certain nombre de cadres de l'armée, le nombre d'amiraux et de généraux qui ont été ministres. Amiral Platon, amiral Darlan, entre autres, dont je parlerai dans mon livre sur De Gaulle. Or aujourd'hui, quel fonds pouvons-nous faire sur l'armée française? Vous avez vu que dernièrement, le gouvernement, un peu d'y passer tout de même par les manifestations des Gilets jaunes, a estimé qu'il fallait faire appel à l'armée pour soulager les forces de l'ordre. Ça fait un petit peu tout de même jaser. Petit rappel, notre délicieuse Marlène Schiappa a dit que c'était absolument scandaleux de s'indigner de cela, que c'était une mauvaise intention d'interpréter cela de façon négative. Ah bon? Mais le gouverneur militaire de Paris, le général Leray, qu'a-t-il dit? Il a dit que si c'était nécessaire, eh bien l'armée tirerait sur les manifestants. Petit rappel. 2015, le Bataclan, ça vous rappelle quelque chose? Que s'est-il passé? Il y avait une unité des militaires, la force Sentinelle, qui était à proximité, qui était toute prête à intervenir pour arrêter le massacre. Comme tout bon militaire, le commandant du détachement a demandé l'autorisation de sa hiérarchie, qui a répondu « Surtout ne bougez pas, ne tirez pas ». Pourquoi en 2015 il ne fallait pas tirer, et qu'aujourd'hui, contre des manifestants pacifiques français qui protestent devant leur approvisionnement, l'armée aurait l'autorisation de tirer? Voulez-vous me dire quelle est la différence? Voilà ce que vaut l'armée française d'aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez mon livre, L'armée française face à la destruction de la nation. Vous en apprendrez des choses. Je ne veux en aucun cas porter le discrédit sur l'entièreté de l'armée française. Je sais très bien que dans les jeunes cadres, il y en a qui ont compris, et pour eux c'est un calvaire. On ne sait pas comment les choses basculeront un jour. Mais il y a une fatalité dans l'histoire.
et les uns et les autres seront obligés de choisir leur voie. Et si j'ai écrit ce livre, c'est justement pour les placer devant leurs responsabilités. Je voudrais revenir, pour terminer, sur un certain nombre de revendications justifiées, ou pas justifiées d'ailleurs, des Gilets jaunes. Donc j'ai évoqué tout à l'heure l'arrêt de l'immigration, l'abrogation de la loi scélérate Rothschild de 1973, ce qui montre qu'ils ont bien compris. D'ailleurs, quand on voit un certain nombre de manifestations et des magasins, des inscriptions, des pillages de certaines succursales de banques, ça veut dire qu'une partie des Gilets jaunes commence à comprendre qui est derrière leur malheur. Une maturation qui est en train de se faire. C'est déjà ça. Même la demande de rétablissement de la peine de mort. Même la revendication de la suppression du mariage pour tous. Il faut le savoir aussi, ça n'a pas été étalé. Mais je sais qu'il y a des Gilets jaunes qui l'ont demandé. Mais il y en a une, par contre, qui me semble révéler leur totale méconnaissance du sujet. C'est leur réclamation du rétablissement de l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes. Ils n'ont pas compris que la perversité de Macron en la matière était que l'ISF était supprimé pour les placements en bourse, mais était maintenu pour les placements en immobilier. Pourquoi ? Parce que si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, eh bien vous allez y perdre. Rentrez en bourse, mettez vos avoirs en banque. Donc toute la politique de Macron, c'est la politique favorable à la finance. C'est ce que les Gilets jaunes n'ont pas compris. Alors, rétablir l'ISF, pourquoi pas ? Mais alors, sur l'ensemble. Mais en plus de ça, à quoi sert l'ISF ? À faire fuir les capitaux. Comment font d'autres pays ? Je crois qu'on est les seuls à avoir l'ISF, à ma connaissance. C'est aberrant, c'est suicidaire. Donc le problème n'est pas là. Et je veux attirer l'attention là-dessus. Je ne sais pas si nombre d'entre vous avaient saisi le problème de cette ISF vue à la lumière macronienne. Pas tout à fait la même chose. C'est curieux quand on revoit tous ces épisodes qui nous ont menés jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. On constate que périodiquement, il y a des gens qui ont vu clair et qui ont tiré un petit peu la sonnette d'alarme, même si ça surprend de la part de certains. Et je vais reciter une déclaration de l'ancien patron du CNPF, l'ancêtre de ce que nous avons aujourd'hui. C'est Jean Gandois. Ça date de 1996-97, je n'ai pas la date exacte. Et il reconnaissait ceci: le travail et le capital national ne sont plus au service de la nation et des siens. Tout est dit. C'est exactement ce que les Français vivent aujourd'hui. Leur travail ne leur sert pas à eux, mais à d'autres intérêts. Et tant que les Français ne l'auront pas compris, eh bien, ils continueront à travailler pour leurs ennemis. Donc vous voyez comment, par petites touches, quelques rappels historiques, j'ai essayé de vous brosser le tableau de cette révolution qui ne vient pas, pour essayer qu'elle vienne. Merci de votre attention. Comme d'habitude, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je vais commencer. Moi, je voulais vous parler de
vous avez parlé de la guerre d'indépendance des États-Unis. Oui. Il faut savoir que donc, la France a aidé Washington à avoir l'indépendance des Anglais. Et la première chose qu'a fait Washington quand il a gagné la guerre, il a rempli les accords de commerce avec la France et il les a refait avec l'Angleterre. Donc il avait trahi la France. Mais bien entendu, en plus de ça, ça a été un pourri à tout point de vue lors de la guerre d'indépendance. Enfin non, pardon. La guerre pour conserver le Canada, en ce qui concerne la France, Washington a usé de procédés d'une déloyauté mais invraisemblable. Il faudrait que j'en parle un jour. Cet homme, vous savez, un des hauts francs-maçons américains, et il faudra que j'en reparle de ça, parce que c'est vraiment une chose importante, et vous avez tout à fait raison de rappeler cet aspect de duplicité de Washington. Et surtout, c'est que c'est très intéressant de regarder Satan, qui est ultra-maçonnique, bon, c'est un autre débat. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gauchistes, ils ont un problème avec lui, c'est que c'est un grand symbole des États-Unis, mais derrière, il avait des esclaves, quoi. Il en avait énormément sur ses plantations. Et ça, ils ont du mal à le défendre parce que il est la liberté, mais pas pour nos amis des Antilles, quoi. Voilà. Les contradictions du système. Exactement. Autre question? Ou alors j'ai déjà répondu à toutes vos questions avec ma conférence. Questions concernant cette conférence, on peut poser alors les autres. Pardon? Les questions juste concernant les conférences, on peut... Ah non, ça peut être sur d'autres. Si vous avez écouté certaines autres conférences, il n'y a aucun problème. Par exemple... Oui. Du coup, vous parlez souvent des révolutions, c'est vrai que les révolutions, ça a été fait par les... Parlez plus fort parce que je ne sais pas très bien, comme le micro est directionnel, souvent on nous dit que les questions sont mal entendues. Vous parlez des révolutions, c'est vrai, c'est exact, il y a eu des minorités qui font l'histoire, qui agissent. Vous ne parlez pas beaucoup de la majorité qui aspire à, comme les Gilets jaunes, à quelque chose de mieux, à peut-être un meilleur régime, un meilleur système économique. Et je trouve que ce que vous dites, c'est vrai, c'est bien, mais vous ne dites pas assez, comment dire, que finalement les Français à l'époque, ils s'en foutaient un peu du roi, de la République, c'est pas ça qu'il a, c'est le pain, c'est ce qu'ils avaient à table. Je suis bien d'accord. Mais sauf que la grande différence, pour vous, c'est par exemple pour les Russes, pourquoi Trotsky l'a dit dans son livre en plus, même si je ne suis pas adepte de Trotsky, bien sûr que non, mais il faut que 50 000 ouvriers dans une usine se réunissent pour que vraiment ça marche, la révolution. Et vous le dites, et autres, mais sauf qu'à la grande différence, ce que vous ne dites pas, c'est pourquoi ces ouvriers se réveillent. Par exemple, les paysans, vous avez parlé des paysans russes, mais vous savez que le tsar a libéralisé le commerce et tout, que la vodka, c'est ce qui a décimé la paysannerie russe. Et sauf que c'était des juifs, des gens de la communauté, oui, des juifs, je le dis ouvertement, c'était des juifs. Et ce que vous ne dites pas, c'est que le tsar à l'époque, il n'a rien fait pour empêcher ça. Il a vu que la paysannerie... Je crois que j'en ai parlé tout de même. Justement, j'ai accusé les derniers tsars de faiblesse. Mais justement, les derniers tsars, au lieu de... ils n'ont rien fait, voilà, justement. Ils n'ont rien fait. L'Église aussi, à l'époque, l'Église orthodoxe n'a strictement rien fait par rapport à ça. Ils voyaient des paysans s'appauvrir et bourrer la gueule. Voilà. Mais votre observation est intéressante parce qu'il y a un autre rappel à faire aussi. Comment est-ce que les Américains ont décimé les Indiens d'Amérique? Par les couvertures. Par l'alcool et la variole. Et la variole, Dans les couvertures qu'ils leur distribuaient. Voilà. Mais justement, ces mêmes paysans se sont révoltés. Oui, bien sûr. Non, mais justement, mais c'est ça qui est dramatique, c'est qu'à la fois, il y a eu une fermentation populaire parce qu'ils n'en pouvaient plus. Le facteur d'un pouvoir faible qui ne prend pas les bonnes décisions pour régler les problèmes, et puis l'agitation de la minorité révolutionnaire. Ça, on retrouve toujours ces trois points-là. Ils ont adhéré, cette paysannerie a adhéré en quelque sorte au bolchevisme. Alors, parce que tout simplement, nous, on n'avait rien à leur proposer. Regardez les nationalistes français, on a quoi à leur proposer? On est aussi divisé que n'importe quel autre pays. L'Allemagne a réussi en 1933, elle a perdu en 1945, on voit les conséquences aujourd'hui. Les nationalistes français, on n'a jamais été aussi désunis. Pour moi, la France, personnellement, au niveau politique, elle est morte depuis déjà un moment. Elle peut se réveiller, mais jusqu'à la grande différence, il faudra vraiment qu'on fasse un lavage, on lave notre milieu, au niveau des nationalistes, parce que c'est malheureusement la peau de chapelle. On a plus de chapelle. c'est vrai, mais ça a toujours été. Partout, ça a toujours été. Il y a toujours eu des chapelles. Il y a un jour une chapelle qui prend le pas sur les autres. Oui, regardez l'Allemagne, c'est un très bon Exactement, exactement, oui, j'ai vu. Bon,
Vous avez tout à fait raison, malheureusement, c'est vrai. C'est notre problème aujourd'hui. C'est d'ailleurs un problème que je ne cesse de dénoncer. Quand je parle justement de nos milieux qui ne remontent pas à la cause, tant qu'on ne remonte pas à la cause, on ne peut pas trouver la solution. Et c'est ce que j'ai mes forces, conférence après conférence, livre après livre, à faire comprendre. Réveillez-vous, remontez la cause, cessez de prendre par exemple l'immigration comme la cause unique du problème, c'est une des raisons, ce n'est pas la seule. Et l'immigration peut être réglée d'une autre façon. Je ne sais pas si vous avez écouté ma conférence sur la colonisation. Écoutez-la, et on en reparlera. Et justement, je plaide la thèse, qui est plus qu'une thèse, qui est une constatation historique, c'est que les nationalistes n'ont jamais été pour la colonisation. Maurras l'expliquait très bien à l'époque. C'est la Troisième République maçonnique qui, pour détourner l'attention des Français, et des jeunes Français notamment, des scandales de la République, les ont lancés dans l'aventure coloniale. Et pour moi, la solution entre les différentes communautés, qu'elles soient d'Afrique du Nord, noires ou autres, passe par une entente sur des intérêts communs, face aussi à un ennemi commun. Et cela, je constate que de plus en plus de musulmans le comprennent. Les choses auraient pu tourner totalement différemment. Le rôle, par exemple, du décret Crémieux. C'est à partir de là, quand j'ai commencé à dénoncer le rôle du décret Crémieux dans le divorce sanglant qui s'est produit entre la communauté arabo-musulmane et la France, ou tout au moins la République, ce ne sont pas les Français qui ont été responsables, c'est la République maçonnique, judéo-maçonnique, qui en a été responsable. Vous supprimez le décret Crémieux, ce qu'a fait Vichy d'ailleurs. Et du temps de Vichy, curieusement, il n'y a pas eu d'insurrection en Algérie, en Afrique du Nord en général. Ah, comme c'est curieux. Pourtant, Vichy était paralysé. Il y avait l'occupation. Son armée, désormais aux abonnés absents, il n'y a pas eu de révolte. De Gaulle arrive au pouvoir à Alger, rétablit le décret Crémieux, c'est tif. Et c'est reparti, et c'est le début de la guerre d'Algérie. Donc vous voyez le rapport de cause à effet. Et c'est ça qu'il y a de fascinant, c'est que quand on place bien le problème, c'est comme un mathématicien. Si vous ne passez pas bien le problème, les données du problème, vous n'arrivez pas à la solution. Et c'est pour ça, et je m'en réjouis, que de plus en plus de musulmans, quels que puissent être nos différends, et nos différences, qu'on ne va pas nier, et que chacun d'entre nous doit régler de son côté. Chacun chez soi, nous ne pouvons nous comprendre qu'en constatant que nous avons été lancés les uns contre les autres par le même ennemi. C'est la condition de notre survie à toutes nos communautés. Je pense que vous l'avez compris. Madame. Oui, monsieur, vous semblez un petit peu pessimiste vis-à-vis de la révolution dont on parle depuis tout à l'heure. En fait, la révolution, effectivement, il ne faut pas l'attendre de ces communautés réduites agissantes, ces minorités agissantes. Il faut peut-être plutôt l'attendre en termes d'évolution de la majorité. Pour tout vous dire, moi je suis en contact avec, de temps en temps, dans notre région, ce qu'on appelle les ateliers constituants. Et j'ai rencontré des gens qui sont, qui viennent de tout bord. Il y a de l'extrême gauche, il y a un petit peu de tout. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une prise de conscience dans ces assemblées. Et en même temps, il y a une autocensure. Parce qu'en France, maintenant, nous sommes victimes de plusieurs lois liberticides. Non, c'est vrai, madame. Je n'avais pas compris encore. Hein. Des lois liberticides qui nous empêchent même d'employer certains mots même de notre dictionnaire. Donc, sachant cela, dans ces assemblées, on parle du RIC, on parle du Frexit, on parle de choses parfois un peu techniques.
Mais en aparté, tout le monde sait que la cause, c'est un tel de la franc-maçonnerie, pour parler localement, de monsieur machin qui est maire ou qui, voilà, oui, il est franc-maçon, voilà. Mais ouvertement, devant les médias, ça ne se dit pas, parce que tout le monde est bien conscient qu'en faisant cela, et je ne parle même pas d'évoquer la communauté de lumière, personne n'oserait le faire, puisque du même coup, ça tirerait les foudres des médias et de la justice. Et donc, en fait, j'ai l'impression, moi, en côtoyant ces assemblées, que tout le monde est conscient du fond du problème, mais personne n'ose s'exprimer, personne ne le fait. Bon, alors, écoutez, je ne suis pas si pessimiste que ça. Non, mais attendez, c'est justement pour ça que je ne suis pas pessimiste. Parce que j'ai l'impression que, d'une manière souterraine, les choses évoluent énormément. Voilà. C'est ce que j'appelle une maturation. Exactement. Je sais. Le week-end dernier, à Saint-Nazaire, il y a eu une assemblée générale de tous les présidents de groupes d'ateliers constituants de France. Je veux dire, ça s'organise. Voilà. Après, c'est très brouillon. Toutes ces choses-là, c'est très brouillon, c'est très... le RIC, comment est-ce qu'on y arrive? Voilà, les esprits commencent à se dire qu'on pourrait reprendre la main d'une manière tout à fait horizontale, sans faire appel aux assemblées, en organisant des RIC, même en expérimentant. Et dans les prochains jours, il y aura un RIC qui va être organisé dans une circonscription rennaise, à Rennes, à titre d'expérience. Donc il y a vraiment des électeurs qui vont se déplacer pour répondre à une question. Donc voilà, donc c'est très local, c'est très confidentiel. Moi personnellement, je pense que même si le RIC ça marche pas toujours, c'est une manière pédagogique d'élever le niveau de conscience et de commencer à rentrer dans la démarche de retrouver surtout notre souveraineté. Parce que c'est ça qui nous manque. Nous avons perdu notre souveraineté, aussi parce que nous avons perdu notre monnaie, nous avons perdu tout ce qui fait la force du pays. Écoutez madame, je suis enchanté de votre témoignage parce que c'est exactement ce que je constate aussi de par tout de même les contacts que j'ai. Il y a incontestablement une maturation au départ de cette jacquerie des Gilets jaunes. C'est pas une révolution encore, ce n'est pour moi, et je l'espère, une étape qui va se développer parce que fatalement, le pouvoir va se raidir. Il est obligé de se raidir. Ou alors, j'ai rien compris. Mais à mon avis, il ne va rien se passer. Je ne sais pas si c'est dimanche qu'il doit faire ces déclarations. Si ça ne répond pas, à minima, à ce que demande tout de même une bonne majorité de Français, puisque tout de même, encore au dernier sondage, ils sont plus de 60% à appuyer les Gilets jaunes. Donc ça correspond à une demande plus ou moins majoritaire des Français. S'ils n'obtiennent pas à minima quelque chose, il va y avoir une deuxième phase d'explosion. Ça me semble logique. Et donc c'est une maturation. Vous savez, quelqu'un qui vivait au moment de la révolution dite française ou au début de la révolution russe, ou etc., il en a vu jour après jour les développements, sans savoir comment ça allait se passer après. Nous en sommes là. Nous constatons une phase, une époque, on voit les potentialités, on voit ce que l'on pourrait en tirer, où ça pourrait aboutir. À nous d'expliquer, expliquer, pour que ceux qui sont plus ou moins tout de même, plus ou moins localement des meneurs, comprennent et agissent en fonction de cela, de cette information. Pour moi, le seul intérêt de la situation, c'est que ça conduit à une maturation du peuple français. Oui. Alors moi je voulais, sans orgueil, je voulais vous dire que... Sans quoi, sans orgueil? Je voulais vous dire que depuis le mouvement des Gilets jaunes avec mon camarade derrière, on est présent depuis le début du mouvement des Gilets jaunes sur Paris, en tête de cortège, et on est nationaliste, et moi je suis royaliste, mon ami il est plus fasciste. C'est pas incompatible. Et en fait nous on en a, ça fait 3 mois qu'on était sur le pavé, et en fait on a constaté l'évolution dans Paris. Donc moi je suis véhiculé, et je viens du 91,
et je voyais tout le monde avait son gilet jaune sur le pare-brise. Et je me rends compte que maintenant, quasiment plus personne en région parisienne le met. Parce qu'au fil du temps, le bobo 68 art dégénéré est descendu dans les rues et il s'est dit tiens, j'ai une vie de merde et donc je vais aller au gilet jaune pour que ça soit excitant. Sauf que ces gens-là, ils sont mous, c'est des feignasses. Et donc le problème, c'est qu'ils sont là, on veut le RIC, alors que nous, à la base, les tout premiers gilets jaunes, excusez-moi de contredire madame, nous on veut un Führer, on veut un chef, on veut un roi, on veut ce que vous voulez. Et le problème c'est quoi? C'est que nous en fait on vient plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a que des gauchistes. Et donc, voilà. Et nous les nationalistes on ne vient plus là-dedans parce qu'on ne se reconnaît plus. Et ce que les gens ils n'ont pas compris sur Paris, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pour ça que je voulais vous le témoigner, c'est que le mouvement des Gilets jaunes... Pour le politique. D'accord, très bien. Vous êtes un premier abonné? Oui. D'accord, très bien. Je suis Monsieur. pas là. Oui, bien sûr, je vous en prie. Quel que c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Non, mais c'est très intéressant. Vraiment, merci de vos deux témoignages parce qu'ils se rejoignent dans une certaine mesure. Mais ce que vous dites là au sujet des bobos, etc., et de la gauche, les syndicats qui essayent de s'infiltrer, non, pas forcément. En fait, c'est en ça que je veux dire. C'est que, en fait, tout simplement, c'est ça que je veux dire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de province. Et ça, les Parisiens, ils ne le comprennent pas depuis Paris. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. J'étais en tête de cortège, je parlais avec des gens qui venaient de Dijon, de Brest ou quoi, et ils disaient on vient sur Paris parce que, vous connaissez, c'est un État jacobin, donc tout se passe à Paris, donc c'est là où il faut être. Et en fait, ils se sont rendus compte, ces gens-là, qu'avec les gauchistes, ça servait à rien parce qu'on fait des manifestations du style la CGT, faire 15 km dans Paris, et même les policiers, c'est eux qui font le parcours, ils dirigent, et les gens ils se disent ça sert à rien. Nous, à la base, ce qu'on trouvait intéressant, c'était l'Arc de Triomphe, être dans le 6e arrondissement, et là, les bobos, ils supportaient pas ça, parce qu'ils disaient ah putain, ils sont en bas de chez moi, on détruit nos beaux quartiers. Là, pendant la période des soldes, on a ruiné la période des soldes. Ils ont gazé les Chinois au printemps à Galerie Lafayette. Mais juste pour ça, c'était une victoire en Sartou. Et après, les partis gauchistes, ils ont récupéré le mouvement. Et ça se passait tout le temps du côté de Bastille, République ou quoi. Et là, c'est le gouvernement, vous voyez, on n'en entendait plus parler. Et le problème, il est que simplement, le provinciaux, il se dit, si c'est pour faire 4 km, autant aller les faire dans la forêt à côté de chez moi qu'aller à Paris. Tout à fait, non, je comprends parfaitement. Non mais il y a une chose intéressante de ces deux témoignages, c'est que, en fait, il y a ce que l'on nous présente comme une manifestation nationale, et puis il y a les actions ponctuelles en région. Voilà, exactement. Et là, effectivement, ça peut être un noyau qui peut se développer et qui peut devenir national. Mais en province, vous qui êtes de Toulon, c'est vraiment, les Gilets jaunes, ils sont encore sur les ronds-points ou quoi, alors qu'à Paris, il n'y a plus personne. Ah oui, mais je sais bien. Alors, je voudrais revenir sur une chose, vous avez fait allusion à l'Arc de Triomphe. Ouais. Il y a une chose qui m'a bien amusé et beaucoup fait plaisir. Je pense y avoir contribué. Je crois que vous m'avez compris. Ouais. Non. La Marianne. Ah oui, bien sûr. Ouais, on était. La Marianne. Je ne sais pas qui a fait ça, mais il y a tout de même un symbole là. Bien sûr. Et alors en plus de ça, j'ai été surpris. Cette Marianne, justement, elle était creuse. Mais c'est tout un symbole, ça, sapristi. C'est le vide de la République, tout simplement. C'est magnifique, là, vraiment. Il y a vraiment, dans les événements, quels qu'ils soient, il y a toujours un petit clin d'œil du destin qui définit une direction quand même. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens. Oui, je voulais rebondir sur les deux questions précédentes et ce que vous avez dit sur les failles du mouvement des Gilets jaunes par rapport à l'ISF. Et donc en fait, pour moi, une des autres failles principales, en fait, c'est la majorité d'entre eux croient en la République. Voilà. Tout à fait. Et que leur demande de référendum d'initiative citoyenne. Tout à fait. Et je préfère populaire que citoyenne. Comme vous le dites très bien, l'opinion est manipulée par les médias. Et ce que M. Chouard n'a pas compris, c'est que même historiquement, la démocratie n'a jamais existé. Elle a toujours été entre les mains d'une minorité qui l'a manipulée par l'argent. Tout à fait. Et la démocratie grecque a duré très peu de temps comparativement à la période historique. De toute façon, la démocratie grecque a toujours été victime de ses voisins. Voilà, parce que c'était un gouvernement justement éparpillé
Alors en face d'elle, elle avait des pouvoirs constitués Et tant qu'on autoritaires. n'aura pas réussi à faire comprendre au peuple que ce dont il a besoin est un gouvernement organique et non pas démocratique, rien ne pourra se passer. Car on ne peut pas demander son opinion à des gens sur des choses bien précises telles que le nucléaire, à des gens qui n'ont aucune compétence. Quoi. Il faut Mais évidemment, des spécialistes, mais évidemment, des élites mais évidemment. dans chaque domaine différent. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant à travers de ces réunions, c'est que vous-même, vous êtes en constante maturation. Madame. Juste revenir sur... alors c'est vrai que le RIC, il a mauvaise presse, mais en fait c'est la matérialisation de ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est-à-dire que tout ce que le peuple ne peut pas faire, tout ce que les parlements ne peuvent pas faire, c'est le chef qui le fait, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire que tout, c'est le peuple qui fait une grosse partie des choses. À l'époque de la monarchie, les corporations régentaient toutes les réglementations des métiers, de la circulation du commerce et tout ça. Et donc, le peuple n'avait absolument rien à voir. Il n'avait pas à s'occuper de ça. Et de la même manière, pour beaucoup de choses, c'était les parlements régionaux qui s'en occupaient. Le roi ne s'occupait de rien. Donc, c'est Les rois ont ses conseils, disait-on à l'époque. Donc, le RIC, il servirait à ça. Il servirait qu'au niveau local, déjà au niveau des communes, on soit intéressé et souverain dans les décisions qui vont se passer localement. Et puis petit à petit, on pourrait monter dans la hiérarchie du pays. Et on n'aurait pas besoin. On ne parle pas de démocratie directe, attention. Hein. Le RIC, c'est pas de la démocratie Non, directe. alors, Avec des votes. ce que vous dites là est intéressant, je voudrais rebondir là-dessus. Quand on parle de démocratie, il faut s'entendre sur le terme. Il y a deux types de démocratie. La démocratie organique, telle qu'elle existait au travers des corporations autrefois, et c'est ce que la Révolution a eu comme but d'interdire dès le début. C'est fondamental pour elle. Pourquoi ? Parce qu'il leur fallait arriver à ce que l'on appelle aujourd'hui la démocratie inorganique, c'est-à-dire qui repose sur une fiction. Le peuple n'est plus consulté sur les sujets qu'il connaissait directement de par son métier et son vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, en société. On le consulte sur des sujets qu'il apprend par ses gazettes ou les petites lucarnes. Donc c'est totalement désincarné. La République, en fait, a créé un système politique abstrait qui ne repose sur aucune réalité. Et c'est ce qui explique la décadence que nous vivons. Oui, exactement. Et surtout, Plus haut, madame, plus haut. Et surtout, ça nous amène à être contraints et captifs, toujours. Ah ben bien entendu, ça va avec. Ah ben oui, le fameux prélèvement à la source, c'est carrément scandaleux, puisque c'est les shadows, on va pomper pour X raisons. Comment les gens peuvent tomber dans un système comme ça? Quand on pense que le brave Michel Rocard, c'est quand même bien lui qui a mis ça, vénérable de la trilatérale, quand même, faut le citer, l'homme tant aimé du peuple, ose mettre en place un impôt modulable, c'est-à-dire on pousse le curseur, plus rien n'est voté. C'est proprement scandaleux. Mais c'est la dictature. Et alors là, ils sont béats, la République. Mais la République de quoi? C'est jamais qu'un système de gouvernement, ça, c'est tout. Où est le peuple? Alors le fameux peuple, eh bien ce qu'il veut, lui, c'est finir ses fins de mois. Mais c'est pas un problème, la fin de mois. Il faut demander des comptes. C'est très joli, les parts de fromage qu'on nous met à chaque fois, ça part là, là. Mais quelle vérification avons-nous de ça? C'est lamentable. Qui demande l'avis du peuple pour la privatisation des aéroports de Paris? Qui demande l'avis du peuple pour le bazardage d'Alstom, des barrages de France, etc., etc., etc. Regardez ce brave Vauquier qui essaye de se prendre le chou avec C'est un Guérini. pauvre imbécile. Permettez-moi de le dire, c'est un pauvre imbécile. On sait que vous êtes autoritaire. Est-ce que ça vient dans un débat, ça? Non, mais c'est incroyable. Vraiment, le spectacle de ce monde politique est incroyable.
ils ont tous plus peur de... La rente électorale, surtout Ils la rente ils n'osent pas dire. électorale. En fait, ils font partie d'un système, qu'ils soient de droite, de gauche, de n'importe. Ils sont tous pareils. Pareil, ils sont soumis aux mêmes forces. Ils disent un petit peu quelque chose de différent pour tout de même paraître exister, et sinon il n'y aurait pas de raison d'avoir une liste républicaine. Le seul qui semble un petit peu, et d'ailleurs je table un petit peu sur lui pour que l'on se débarrasse de Wauquiez, qui se révèle vraiment lamentable, c'est Bellamy. Je le sais. Reportez-vous à l'entretien que nous avons eu le mois dernier. Il y a eu une présentation de sa déclaration faite le mois dernier, je ne me rappelle plus à la date, faite par les médias. Il y a répondu en démentant ce qui avait été dit en son nom. Et ce qu'il a répondu était pas mal. Moi, je lis un peu partout que derrière Bellamy, c'est un peu la devanture. Et que derrière, c'est Arnaud Danjean. C'est quoi Arnaud Danjean. Oui. Il faut faire très très attention. C'est les réseaux Soros, Atlantistes. Et il a participé au Kosovo. Je sais, il y a de tout. Alors, Bellamy, c'est aussi une réminiscence de la manif pour tous. Oui, mais... Ça s'est traduit, oui, j'ai vu. Ça s'est traduit par la fraction qui a aidé Fillon d'ailleurs, qui était Sens commun, etc. Est-il dupe, n'est-il pas dupe? Oui, voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais vous savez, se laisse manipuler ou quand pas ou alors il croit qu'il réussira à les manipuler. Moi, c'est très difficile. Et je vous garantis que on discute entre nous sur quelles vont être nos consignes pour les européennes. Ça va pas être évident. C'est que cet Arnaud Danjean, ça va pas être évident du tout. Dans les médias, personne n'en parle. Non, mais de toute façon, pour vous mettre déjà à l'aise, et préparer le terrain, la préoccupation première et unique sera faire que Macron ait le moins de votes possible. Mais ils tricheront s'ils alors, même si on doit faire confiance à un tel et un tel, on l'aura peut-être et probablement. Mais article premier et unique, empêcher Macron d'avoir une majorité. Il faut que cet homme plonge, de n'importe quelle façon. On n'est pas des romantiques, nous sommes des pragmatiques. Pas la même chose. Non, attendez, monsieur avant. Concernant M. Bellamy, en fait, j'ai cru comprendre qu'il se déclarait à titre personnel opposé à l'avortement, mais qu'à titre politique, il ne le défendrait pas. J'ai vu aussi, je sais, j'ai vu aussi, mais écoutez, rien ne vous empêche de lui écrire et lui poser la question. Fort bien, mais je sais qu'attendre d'un tel personnage dans ces cas-là. Ils le font tous, hein. Moi j'avais juste une question pour rester sur le même sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé du Panthéon qui a sucré Monsieur Poisson Je voulais avoir votre avis sur ça, ça m'a fait rire quand même. Bon, de toute façon, Poisson, j'y ai jamais cru. Oui, non, mais voilà. Mais parce que, bon, plus de sioniste, il a fait sa petite révérence, un de plus. Non, mais vous voyez que même Nicolas Dupont-Aignan, même ça, alors qu'il représente rien, il arrive à sucrer, quoi. C'est la honte. Je sais pas quel est le problème entre eux. Je sais pas si on connaît tout. C'était pour mieux rapprocher le lobby LGBT, puisque dans cette tête de liste, ils en sont de mèche. Ouais, c'est possible. C'est possible. Bon, de toute façon, j'ai aucune confiance en Dupont-Aignan. Tout de même, petite réserve. Il m'a agréablement surpris parce que ça a été un des plus durs relativement contre Macron. Enfin, il est gaulliste comme c'est pas permis. Républicain comme c'est pas permis, mais même s'il était le mieux possible, et sur le plan électoral, il ne servirait à rien de voter pour lui. C'est pas lui qui va enlever des voix à Macron. Ne m'allumez pas sur ce sujet. Il était très rigolo avec ses petites menottes au débat. Il avait des menottes pour démonter. Écoutez, moi je veux bien, je suis tout à fait pour le Frexit, c'est évident. Mais enfin, au nom de quoi? De quoi se recommande-t-il? Des grands ancêtres? De Clémenceau? De Gaulle? De la République? Ah bon? Et comment il arrive demain au pouvoir? Comment est-ce qu'il gouverne? Au nom de quel principe?
Ça sert à rien. Les valeurs de la Il ne fait que de l'agitation avec le Frexit, c'est tout. C'est sa seule raison de relatif succès. Et moi j'avais une question par rapport à toutes les trahisons du peuple anglais, de la nation anglaise. C'était un débat qu'on avait entamé, est-ce qu'on peut considérer encore la nation anglaise, donc le Royaume-Uni, pas l'Irlande, mais comme une nation européenne, à travers toutes les trahisons qu'elles ont fait? Ça n'a jamais été. Oui, non, mais voilà. Ça n'a jamais été. La politique constante de l'Empire britannique a été de dresser les grandes puissances européennes continentales les unes contre les autres. On est bien d'accord. Donc non, en vrai, on devrait tous... Ils ont réussi à faire que l'Angleterre, ayant été de tout temps notre ennemi numéro un, se devienne l'Allemagne. Parce qu'ils ont réussi. Et alors, on m'a posé la question ce matin, lors de notre entretien, que pensez-vous du Brexit et de ses longueurs, ses répétitions? Et vous savez ce que j'ai répondu? Ils font la pute. La pute. Écoutez, c'est pas la première fois. L'Angleterre, au sein de la communauté européenne, bénéficie de choses que les autres pays européens ne bénéficient pas. Ils ont gardé leur monnaie, etc., etc. Est-ce qu'ils font pas plutôt comme Sarkozy, avec le traité de Lisbonne, c'est-à-dire qu'il a fait dans la durée, puis à la fin, il se dire bon, le peuple il veut plus Brexit, allez, on va... Alors, il y a ça aussi de la part de toute une tendance, notamment centrée sur la City, c'est évident. Mais je pense aussi qu'il très probablement de la part de Theresa May et de ses partisans, c'est le petit jeu. On va faire le Brexit dur. Les Européens, non, il faut... Non. Ah ben écoutez, oui, il faut qu'on discute, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps. Et comme, voilà, toc, et toc, et toc, et toc, et on fait monter les enchères. Donc, peut-être que ma thèse est fausse, j'en sais rien. Donc, attendons de voir ce que les Anglais obtiendront, éventuellement, et on verra si ma thèse est exacte ou pas. Mais je n'ai aucune confiance dans l'honnêteté des Anglais. Alors là, je ne sais pas qui a inventé le fair play anglais, mais il faudrait le fusiller celui-là. Plus d'autres questions? J'ai une petite question. Ah, vous voyez par là, à l'extrême droite. Bon, je vous écoute. C'est par rapport au mouvement des Gilets jaunes et... Parlez plus fort. N'oubliez pas que le micro est tourné par ici. Hein. Par rapport au mouvement des Gilets jaunes et cette révolution qui ne vient pas, en fait, on peut constater que la franc-maçonnerie, avec la République, a réussi à faire en sorte que la plupart une grande partie de la population devienne athée et matérialiste. Ça, c'est certain. Voilà. Peut-être que ça prendrait une révolution, aurait plus d'impact si la population en général se retournait vers Dieu avant d'entamer. Ah, excellente question. Je vous dis, voilà. Est-ce que vous pouvez répéter la question parce qu'on n'a pas du tout entendu ici? Tout simplement. Levez-vous, monsieur. Tout simplement, une révolution aurait plus, ou un mouvement comme les Gilets jaunes aurait plus d'impact s'il y avait une dimension spirituelle. Alors que si on se bat pour des intérêts, oui, non, je comprends, mais non, vous avez raison. C'est évident. Voilà. Alors que si Dieu, en plus je suis musulman, je veux dire pour les chrétiens, si les chrétiens retournent remplir les églises avant de faire une révolution, ça aurait sûrement plus d'impact que si on se battait pour le pétrole. Ouais, c'est juste. Oui. On est bien d'accord, mais la situation... Avec l'église que nous avons. Ah oui, exactement. Alors là, c'est pas avec François qu'on va y arriver. C'est pas avec franc-maçon. Comme voulez-vous que ça cache à Chaque semaine, il y a des églises qui sont... C'est effrayant. Il en vient à dire que le diable n'existe pas. À quoi ça a servi la langue? Non, vous avez raison, mais c'est la situation telle qu'elle est. Donc il faut faire avec et comment arriver à réveiller le peuple.
C'est ça. Et c'est l'objet de ma conférence aujourd'hui. Comment arriver à réveiller le peuple. Oula, révolutionnaire comme moi. C'était le premier, c'était le premier révolutionnaire. Quelque part. Bien sûr. Mais les femmes, quand elles s'y mettent, elles sont dangereuses. Monsieur Logan, je vais vous donner une anecdote. Ce matin, j'étais au tribunal de grande instance de Nanterre parce que j'ai un ami qui avait entarté Éric Coqueret parce qu'il avait fait venir des migrants à la basilique Saint-Denis. Et comment dire, en gros, c'était très intéressant parce qu'en fait, Éric Coquet, il disait la France Insoumise, c'est pas un parti d'extrême gauche, ceci, cela. Et son avocat, il a trouvé intéressant de dire que Jésus était le tout premier migrant. Et que s'il était venu en France, c'est pas la première fois que j'entends ça. Il aurait été heureux d'être accueilli à la basilique Saint-Denis par des gauchistes. Non, mais cet épiscopat, c'est à vomir. C'est un. Non, c'était l'avocat d'Éric Coquet. Et ce monsieur osait dire qu'il avait des descendants chevaliers qui avaient participé aux croisades. C'est là où on se rend compte de leur race. Oui, il y a un petit problème là. Bon, autre question? Si vous voulez que je vous dédicace des livres, eh bien, précipitez-vous. Merci à vous. Merci à vous.